Bonjour à tous, bonjour en cette journée de la sensibilité. En introduction, je voudrais remercier Saverio Tomasella qui est l'initiative de cette journée, qui remet en valeur et à l'honneur la sensibilité dans notre société, dès l'enfance, dans les écoles, dans les entreprises et dans notre société en général. Merci à lui. Alors, ce midi, vous avez peut-être eu la chance de suivre la conférence de Fanny Marais qui traitait de l'intelligence émotionnelle. Elle a évoqué brièvement la quête de sens des personnes auto-sensibles et c'est le sujet que nous allons creuser ce soir. Cette conférence est préenregistrée pour des raisons techniques. En revanche, je serai en direct sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat à 21 h si besoin, tout au long de la conférence qui se déroulera. Et puis, si vous regardez en replay, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, cette conférence peut vous intéresser pour plusieurs raisons. Peut-être si vous êtes un peu perdu sur qui vous êtes et ce que vous souhaitez. Vous ne savez peut-être plus très bien pourquoi vous vous levez le matin. Vous avez une sensation de lassitude dans votre vie pro, dans votre vie perso. Ou vous avez exercé plusieurs métiers et avez l'impression d'encore chercher votre voie, peut-être. Peut-être que vous voulez vous reconnecter à ce qui vous rend unique. Vous êtes adolescent, vous êtes un peu perdu dans votre orientation scolaire. Vous êtes curieux d'en connaître plus sur une philosophie de vie. Vous souhaitez trouver un équilibre vie pro, vie perso, reprendre confiance en vous, en vos capacités. Peut-être que vous voulez faire taire le syndrome de l'imposteur, ce sentiment de manquer de légitimité. Peut-être que vous voulez découvrir un outil qui peut vous aider à avoir plus de clarté sur la direction à donner à votre vie, remettre de la joie et du sens dans l'ensemble de votre vie, comprendre la quête de sens d'une autre personne dans votre entourage, ou vous outiller d'un outil de management bienveillant. Alors, pour toutes ces raisons, vous êtes au bon endroit. Alors, qui suis-je? Alors, je vous raconte qui je suis parce que ça a un lien aussi avec la conférence. Alors, je m'appelle Louisa Benjilali. Donc, j'ai fait des études de commerce international. J'ai également été animatrice puis directrice de centre de loisirs. Et puis ensuite, voilà, depuis maintenant 17 ans, je suis enseignante. Et au-delà de ça, depuis 2016, je me suis formée à la sophrologie et au coaching Ikigai, donc je vais vous en parler juste après. Et j'ai également la chance depuis un peu plus d'un an maintenant d'être formatrice pour l'organisme de formation Flyaway qui intervient dans le monde de l'éducation et dans les entreprises sur tous les sujets qui traitent de l'humain comme l'estime de soi, développer ses talents, le management bienveillant. Mais je suis bien d'autres choses encore, car mon identité ne se résume pas à une ou des fonctions. Et c'est ce que nous allons voir juste après. Alors, vous connaissez peut-être cette pyramide, dans les besoins selon Maslow, qu'on étudie même à l'école. Mais c'est intéressant de se faire un petit rappel. Pour que nous, organismes vivants, êtres humains, puissions nous épanouir, évoluer correctement, nous avons besoin de répondre à des besoins, justement. Alors, en premier, pour nous sentir bien en vie, enfin vivre correctement, nous avons besoin de répondre à des besoins physiologiques, de dormir, de manger, de boire, d'avoir un abri. Pour répondre aussi à notre besoin de sécurité, avoir un toit sur notre tête, oui, mais aussi se sentir bien dans nos relations, ne pas avoir peur de pouvoir nous exprimer, de pouvoir faire telle ou telle chose, se sentir vraiment pleinement en sécurité. On a également des besoins d'appartenance à une famille, avec des amis, besoin d'appartenir à, pourquoi pas, à une équipe, à une entreprise, à un pays, à la société, etc. Besoin de reconnaissance. Donc là, c'est tout ce qui va aussi avoir attrait à notre estime de nous-mêmes et puis à ce qu'on va nous renvoyer. Est-ce qu'on est reconnu en tant qu'être humain, dans nos compétences, etc.
Et puis, le besoin d'accomplissement, c'est voilà, c'est est-ce que tout ce qu'on fait nous nourrit vraiment profondément et répond à notre quête de sens. Donc, tout cela, en fait, c'est transversal sur notre quête de sens, c'est-à-dire qu'on a, comment dire? Par exemple, pour rester, dans une entreprise et ben, on a besoin de se sentir, bien au sein de cette entreprise, donc en sécurité, d'appartenir à une équipe et cetera. On a besoin d'être reconnu et puis on a besoin que ça fasse sens pour nous. Donc en fait, cette pyramide est un peu transversale sur la quête de sens. Tout ce que je dis est donc valable pour tous les êtres humains, évidemment, mais encore plus particulièrement pour, du coup, 25 à 30 de la population, c'est-à-dire les personnes hautement sensibles, pour qui, en fait, ça va être encore plus important pour elles. Pourquoi? Parce que justement, les personnes hautement sensibles ont des caractéristiques qui leur sont particulières. C'est-à-dire que, par exemple, elles perçoivent les subtilités. Donc, par exemple, elles vont rentrer dans une pièce et sentir un jeu de regard qui se passe, une ambiance, et cetera, avec subtilité. Elles vont percevoir aussi les nuances dans l'intonation d'une voix et du coup, pour potentiellement utiliser cette information pour interpréter quelque chose. Ensuite, elles vont avoir une grande réactivité émotionnelle et une profonde empathie. Avoir voilà, la capacité à se mettre à la place de l'autre, avoir la capacité, parfois certains se disent: «Je suis une éponge émotionnelle». Voilà. Parfois, il y a aussi le traitement profond de l'information, notamment sensorielle, donc un peu en lien aussi avec les subtilités tout à l'heure, c'est-à-dire qu'avec les sens aussi, on va vraiment percevoir, bah, à travers nos 5 sens, beaucoup d'informations, donc sur tous les 5 sens. Et puis, une tendance à la surstimulation, justement, puisqu'on a une grande sensorialité. Parfois, cette tendance à la surstimulation peut aussi évoquer une grande fatigue, provoquer une grande fatigabilité, du stress, et cetera. Et puis, il y a un autre point qui est la sensibilité avantageuse, c'est-à-dire que si une personne hautement sensible évolue dans un environnement où sa sensibilité va être bien perçue, valorisée, choyée, où on va prendre on va prendre soin de ses besoins, alors cette sensibilité va être avantageuse. C'est-à-dire que cette personne va pouvoir vraiment donner le meilleur d'elle-même et ô combien elle a beaucoup de choses en elle d'intéressant et de positif et de bienveillance. Après, par exemple, toute la connexion à soi. On a vraiment une connexion intérieure très profonde, une connexion également aux autres et une connexion au monde. Une grande intuition, une capacité à s'émerveiller, un haut niveau d'empathie, une compréhension rapide des situations, des enjeux de ce qui se passe dans une situation, un grand sens du détail et de l'observation, un grand sens de la justice, une grande créativité, une recherche d'authenticité et une vie intérieure profonde. Donc si tout cela est un peu malmené au sein de la vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, il va pouvoir peut-être s'installer une difficulté à avoir du sens dans ce qu'on fait et puis également dans son travail, par exemple. Puisque si en fait on ne se sent pas bien à l'endroit où on est, c'est-à-dire au niveau environnemental, s'il y a par exemple trop de bruit, et ben peut-être que la personne ne va pas pouvoir donner la meilleure version d'elle-même. Si elle, comment dire, elle n'arrive pas à être bien en lien avec les autres, ou à ce qu'on lui renvoie tout le temps qu'elle est trop ceci, trop cela, trop émotive, qu'elle se met trop facilement en colère, et cetera, à ce moment-là, elle va avoir une perte d'estime d'elle-même et de se dire: «Mince, je suis peut-être pas à ma juste place, aussi bien dans la vie perso que dans la vie pro».
Et puis, si la personne va percevoir aussi des jeux stratégiques au sein d'une entreprise, etc., ça va, comme souvent les personnes hautement sensibles sont à la recherche d'authenticité, pardon, ça va vraiment en fait la toucher profondément. Et si par exemple elle propose des idées mais qu'elles ne sont pas reprises ou pas écoutées, etc., il peut y avoir vite une perte de sens. En fait, ça peut vraiment se traduire, par exemple, en risques psychosociaux, on appelle ça, c'est-à-dire de développer quelques maladies comme des gastrites, des migraines, etc., mais aussi aller jusqu'au burn-out, donc un certain épuisement dû à une surcharge de travail, au bore-out, si l'épuisement il est dû plutôt à l'ennui et à une sous-charge de travail, ou au brown-out qui, là, est sujet d'un épuisement provoqué par une perte de sens. Donc là, le burn-out. En fait, donc tout cela, ça va être aussi en fonction de l'intensité, du temps de travail. Une personne hautement sensible, par exemple, a parfois des difficultés à savoir dire non, à oser poser ses limites, tout simplement parce que elle a un sens aussi de vouloir faire les choses bien. Donc, elle va travailler pour que les choses soient bien, mais aussi peut-être une capacité à être résiliente, ce qui fait que à pardonner quand on aura fait telle chose ou telle chose, du coup, elle ne va pas forcément oser poser ses limites systématiquement. Parfois, il pourrait y avoir aussi des conflits de valeurs, un manque de reconnaissance qui peut faire que ça la touche. Et on peut aussi aller au phénomène de harcèlement, par exemple. Si on perçoit que la personne est trop, et ben on va lui renvoyer tout le temps. Et peut-être, voilà, elle peut être prise au piège dans du harcèlement au travail, ou aller en perte de sens vraiment. Donc ça, c'est vraiment, comment dire, c'est des généralités. Évidemment, la sensibilité d'une personne n'est pas la même qu'une autre. Donc, c'est vraiment ensuite ce que vous allez percevoir chez vous. Donc, pour tout le monde ne cherche pas du sens dans son travail. Par exemple, ça dépend de la place qu'on met dans le travail dans sa vie. Mais je voulais vous montrer un outil qui s'appelle l'ikigai, qui est plutôt une philosophie, justement pour répondre à ce besoin de quête de sens. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. J'ai été formée à cette philosophie par Audrey Hakun, que je remercie encore. Alors, d'après les Japonais, tout le monde possède un ikigai. Selon les natifs de l'île d'Okinawa, c'est la raison pour laquelle nous nous levons le matin. Iki signifie être en vie et gai qui vaut la peine d'être vécu. C'est notre raison d'être. Les recherches en psychologie positive et en neurosciences viennent confirmer les bienfaits du mode de vie ikigai qui est ancestral. On s'est aperçu en fait dans cette île d'Okinawa et dans d'autres parties du monde qu'on appelle les zones bleues, qu'il y a un record de longévité, c'est-à-dire il y a beaucoup de centenaires par exemple. Pour plusieurs raisons, qui sont par exemple l'alimentation, l'activité physique, etc. Je ne vais pas nommer toutes les raisons ici, mais une des raisons est donc la joie de vivre. Et donc, c'est vraiment la partie sur laquelle on peut agir, nous, en conscience aussi, sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour rallumer cette joie de vivre, cette petite flamme, si jamais elle s'est un petit peu éteinte. Alors, cet outil consiste en 4 cercles. Donc, 4 cercles ont été mis au point. Donc, ce que vous aimez, on va vraiment se mettre au contact de ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous êtes ou vous pouvez être payé et ce dont le monde a besoin. À la croisée des 2 cercles, par exemple, ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes doué, vous allez avoir vos passions. À la croisée de ce pourquoi vous êtes doué et ce pourquoi vous êtes payé, vous avez la profession. À la croisée de ce dont le monde a besoin et de ce pourquoi vous êtes payé, il y a la vocation. Et ce que vous aimez et ce dont le monde a besoin, il y a la mission. À la croisée de tous ces cercles, il y a l'ikigai.
L'ikigai, alors ça va pas être, c'est pas forcément un mot précis, une mission de vie. C'est plutôt en fait retrouver en fait cette boussole intérieure qui fera que notre flamme va se rallumer. Ça peut être un verbe, ça peut être une citation, ça peut être un ensemble d'images pour remettre en fait l'équilibre dans notre vie. Et c'est vraiment l'équilibre général, que ce soit vie pro, vie perso. Ce n'est pas figé, c'est à refaire dans le temps, hein. Et puis ça remet au contact de notre boussole intérieure et de manière, en fait, sans cloisonner, en fait, sans se dire, ça reprend vraiment l'ensemble de nos domaines de vie. Nous ne sommes pas qu'une fonction, nous sommes vraiment un être à part entière. Et donc, on va pouvoir faire ce travail cercle par cercle. Alors moi, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner pour faire ce travail, tout simplement parce que parfois, tout plein de choses nous paraissent naturelles, mais et du coup, on a du mal à les mettre en lumière nous-mêmes. Alors que si on le fait avec quelqu'un, cette personne va vous dire: «Ah mais oui, en fait, enfin, là est ton unicité aussi», parce que pour nous, ça nous paraît trop naturel. Donc, le premier cercle, c'est ce que vous aimez. Ce que vous aimez, ça va être se remettre au contact de tout ce qui vous rend heureux, tout ce qui vous met en joie. Donc, que ce soit des toutes petites choses ou des plus grandes choses. Que ce soit un lever de soleil le matin ou, par exemple, un loisir particulier. Donc, vous remettre vraiment en contact de tout ce que vous aimez, même depuis l'enfance. De tout ce qui vous fait du bien et en tant qu'hautement sensible, donc ça peut vraiment aussi être entre tout ce qui vous fait du bien avec vos 5 sens. Donc vous remettre vraiment pleinement en lien avec vos 5 sens. Alors moi, j'additionne du coup l'outil de la sophrologie pour vraiment se remettre en lien avec des visualisations, par exemple, de tout ce que vous aimez et tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous ressource. Prendre vraiment le temps de refaire le point sur ça. Sur le deuxième cercle, c'est ce pourquoi vous êtes doué. Donc là, c'est reprendre conscience de vos compétences, oui. C'est-à-dire que vous pouvez reprendre votre CV et vous dire: «Ah oui, je sais faire ça, ça, ça», donc les compétences un peu acquises, mais également les talents qui vous sont innés, qui vous sont intrinsèques et ce pourquoi, par exemple, on va vraiment faire appel régulièrement à vous. Enfin, votre capacité d'écoute, vous savez très bien que si, par exemple, vous avez besoin d'être écouté, vous allez peut-être appeler plutôt tel ami que celui-là, parce qu'il a vraiment une grande capacité d'écoute. Vous allez voir dans des bandes d'amis, par exemple, il y a toujours un qui va organiser, par exemple, les activités, pendant que l'autre va faire les courses, etc. Il y a des personnes pour lesquelles elles ont naturellement, en fait, par exemple, le don de l'organisation ou d'autres le don de faire rire et de mettre l'ambiance, etc. Donc ça, c'est vraiment vous remettre en lien avec ce qui vous est euh, intrinsèque, ce qui fait de vous quelqu'un d'unique. Et du coup, c'est intéressant de le faire en lien avec quelqu'un pour qu'elle vous remette le doigt sur ce qui vous semble naturel, mais qui fait de vous ce que vous êtes vous. Ensuite, ce pourquoi vous êtes ou vous pouvez être payé. Alors là, c'est vraiment en fait les fonctions que vous exercez actuellement, même les compétences que vous exercez actuellement, est-ce que vous pouvez être payé pour ça? Et puis de remettre aussi dans la boucle le fait de, finalement, quelle somme d'argent vous avez besoin pour, vivre, tel que vous le souhaitez ou vous le souhaiteriez sinon. C'est-à-dire que, voilà, si par exemple dans ce que vous aimez, il y a, par exemple de voyager à l'étranger et cetera. Ce qui nécessite quand même une certaine somme d'argent, même si on peut voyager à plusieurs budgets différents. Mais de se dire: «Bah, OK, donc il va me falloir un socle pour pouvoir répondre à mes besoins fondamentaux, c'est-à-dire, manger, me loger et cetera. Mais également si je veux, vraiment faire ce loisir régulièrement de voyager, il va me falloir un peu plus d'argent». Hem Et de se dire aussi que là, si je vais sur ce dont le monde a besoin, donc ce dont le monde a besoin, c'est par exemple, bah, si je suis que bénévole,
à ce moment-là, je ne peux pas répondre à mes besoins, physiologiques, et primordiaux que de me loger et cetera. Et au début, ça va être OK, peut-être un certain temps, mais à un moment donné, peut-être que moi, je vais me mettre en souffrance si je réponds pas à mes besoins fondamentaux et aussi, que je puisse avoir quelques moments où je peux aussi, vivre des choses que j'aime et cetera. Alors, ce dont le monde a besoin, souvent on me dit: «Oh là là, qu'est-ce que c'est? Moi, je n'ai pas la prétention de vouloir sauver le monde», ou d'autres, c'est justement beaucoup de choses, les touchent et elles aimeraient œuvrer sur beaucoup de choses. Alors, et des choses très grandes. Donc en fait, contribuer au monde, ça commence par des toutes petites choses, c'est-à-dire, simplement, prendre soin de mon voisin, de ma sœur, de mon conjoint, de mon enfant et cetera. Bon, ce dont le monde a besoin, c'est déjà d'attention. Ça peut être, vraiment des petites choses, comme des plus grandes choses. Donc par exemple, l'autre fois, j'avais fait un coaching avec, une jeune adolescente qui disait: «Voilà, moi, la préoccupation de l'écologie, c'est une vraie préoccupation pour moi». Donc OK, on a vraiment creusé sur cette valeur écologie, pourquoi et cetera. Et en fait, donc on était en coaching un peu d'orientation et de se dire: «Ah OK, alors maintenant on va aller voir ce pourquoi tu peux être payé en lien avec cette valeur qui est l'écologie et qui est très importante pour toi». Ça peut aller de, comment dire? Jardiner, tout simplement, et au final ça, elle a même pas besoin d'être payée, peut-être qu'elle peut le faire si elle a un jardin. Ça peut être, faire des études, scientifiques pour être, ingénieur, et développer, des comment dire? Des choses innovantes sur les énergies nouvelles, par exemple. Ça peut être, faire des films, qui mettent en cons pour mettre en exergue et donner conscience, des choses parce que justement elle était en lien avec, un cinéaste. Donc, voilà, elle se disait: «P Pourquoi pas?» Enfin, en fait, dans cette valeur de l'écologie, il y a plein, plein, plein de métiers qui peuvent, s'y joindre. Et donc, par exemple, et ensuite, quand on va vraiment au cœur, du coup, quand on fait le lien avec tout cela, on va avoir, par exemple, peut-être un verbe, une phrase qui va nous animer et qui va revenir, au cœur, qui va vraiment être mis en exergue. Par exemple, pour moi, ça va être transmettre, et ce qui fait le lien avec toutes mes fonctions, du coup, d'enseignante, de sophrologue, de coach et de, formatrice. La transmission est un lien qui fait, qui vraiment, reprend tout cela. Et en plus, si c'est transmettre pour une meilleure connaissance de soi et pour que ensuite les personnes puissent aussi contribuer au monde et se sentir bien et cetera, alors là, moi, je suis dans mon ikigai. Donc, c'est exactement, l'explication de toutes mes casquettes, et vous voyez aussi la logique. Hem, c'est un travail qui est parfois compliqué à faire seul. C'est important de trouver les liens, heu et d'avoir un regard extérieur qui permet en lumière de mettre en lumière ce qui nous paraît aussi évident. Ça nous permet de trouver un mot, une phrase, un cap en fait. C'est ce vers quoi je veux tendre, une boussole. Hem Et la contribution au monde aussi, ce dont le monde a besoin, elle commence par nous. C'est-à-dire comment je fais pour déjà prendre soin de moi, puis prendre soin des autres, puis peut-être contribuer encore heu, plus grand, si on le souhaite. Donc, on peut avoir, en fait, plus les personnes, hautement sensibles, parfois, par exemple, ils ont un esprit de justice très développé, et donc l'injustice les fait vraiment souffrir. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de causes qui vont les intéresser, par exemple. Et dans ces cas-là, de se dire: «Bon, OK, mais quelle est la cause qui va être en lien avec ce que j'aime, ce pourquoi je suis douée et ce pourquoi je peux être payée?» par exemple. Et là, en fait, on va peut-être tirer un fil, on va se dire: «OK, moi, je peux pas œuvrer, partout, partout, mais quel va être là où je vais, œuvrer et où je me sentirai vraiment pleinement à ma place et où j'aurai l'impression de contribuer à quelque chose. Donc c'est parfois, du coup, des personnes peuvent changer totalement de métier. Hem
suite au coaching Ikigai, mais pas toujours et je dirais que c'est même pas la majorité. Souvent, c'est juste remettre du sens sur ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, une personne qui va, faire, des tâches administratives, qui va lui paraître, pour le moment, sans sens particulier, qu'il y a pas beaucoup de sens, derrière ces tâches. À partir du moment où elle se reconnecte du pourquoi elle fait ça, à quoi ça contribue, par exemple, que, le fait qu'elle soit payée pour faire ça, ça contribue aussi à alimenter ce qu'elle aime, par la suite et finalement elle est douée dans ce domaine et cetera. Ça peut remettre tout de suite ça peut rallumer une flamme. Même au sein, d'une activité, c'est-à-dire, par exemple d'entrepreneur, ben, en tant que, entrepreneur, par exemple, les tâches administratives, c'est peut-être, un peu barbant, mais en fait, si on ne le fait pas et ben, dans ces cas-là, on va pas pouvoir quand même continuer à faire ce qu'on aime parce qu'on a besoin de faire sa comptabilité, de pouvoir vivre, de cette activité. Donc, ça permet de remettre du sens dans des tâches peut-être qui sont, un peu plus pénibles. Ensuite, je voulais aussi vous parler du fait que, souvent, les personnes hautement sensibles ont un peu un syndrome de l'imposteur. De se dire: «Mais moi, je j'ai pas les compétences pour ça» et cetera. En fait, de faire l'ikigai et de remettre de la conscience sur ce que vous savez faire et ce pourquoi vous êtes doué et ce pourquoi on fait appel à vous naturellement, parfois ça rétablit cette légitimité, cette estime de vous-même. Pareil pour le fait, de pas trop oser. Parfois, il y a environ un tiers, des personnes hautement sensibles qui sont introverties, qui vont peut-être pas oser, prendre pleinement leur place, participer, et cetera. Je pense par exemple à mes élèves en classe, qui se font tout petits et qui n'osent pas participer. Je les invite à prendre pleinement leur place parce que souvent en fait, ceux qui parlent pas beaucoup, en fait, ils ont des choses très, très intéressantes à dire et qui font avancer, en fait, le bien commun aussi. Hem, Parmi les personnes connues, hautement sensibles, par exemple, on va avoir beaucoup d'artistes, donc des chanteurs, d'artistes dans la peinture, le domaine, visuel, mais aussi les cinéastes et cetera. Par exemple, on aura comme actrice Marion Cotillard, en chanteur, par exemple, Jacques Brel, en auteur Charles Baudelaire, par exemple. Et puis après, moi, je serais pas étonnée, par exemple, que Barack Obama soit, un homme hypersensible, enfin hautement sensible, parce que souvent dans des discours qu'il a pu faire, voilà, il y avait vraiment, comment dire? On sentait que ça venait, toucher quelque chose chez lui et parfois même des larmes qui sortaient. Donc de se dire qu'on peut être quelqu'un d'autrement sensible et quand même accéder aux plus hautes fonctions de la société. Et je dirais que comme si on retourne à tout ce qui fait la sensibilité avantageuse, voilà, quand on a quelqu'un qui est, très intuitif, qui est très connecté à soi, aux autres, au monde et souvent en fait, il va œuvrer pour, le bien commun, au-delà de sa propre personne. Donc n'hésitez pas, faites, faites ce qui vous semble OK, participez, contribuez, prenez votre place. Je sais que parfois c'est pas toujours facile, par exemple en entreprise, de se dégager des petits jeux stratégiques et cetera. Mais vous pouvez peut-être essayer de vous en sortir comment dire? En œuvrant vous-même. D'ailleurs, souvent, on arrive aussi à trouver un compromis en étant slasher, c'est-à-dire en faisant plusieurs métiers ou en étant, par exemple, intrapreneur. Ça veut dire qu'au sein de votre société, vous allez être chargé de faire un projet, où là, vos compétences, sont vraiment reconnues. Donc ça, c'est intéressant aussi et de se dire aussi que parfois, voilà, dans ma contribution au monde, j'ai pas vraiment l'impression que mon métier actuel, soit vraiment en lien avec ma contribution au monde. Mais par contre, chaque mois, je donne 1 heure à une association et cetera en tant que bénévole et donc ça nourrit mon besoin de contribution. Donc en fait, c'est vraiment remettre, en de la joie, remettre du sens dans toutes vos activités.
Alors, je voulais refaire quand même un point pour être bien au clair sur cet outil. Cet outil, ce n'est pas un bilan de compétences. C'est autre chose. Ce n'est pas une recette miracle, d'autant plus qu'en fait, c'est vraiment en fait, simplement retrouver une boussole. En fait. Et ce n'est pas quelque chose de figé. Il évolue tout au long de notre vie. En fait, quand on fait notre Ikigai, presque on peut mettre une date parce qu'il a changé. Moi, quand j'ai fait mon Ikigai avant la Covid, enfin la période de la Covid, il a évolué depuis déjà. Il y a d'autres choses qui ont pris sens pour moi depuis ces 2 ans. Donc, j'imagine aussi que c'est très utile pour les adolescents. Ah, il manque un petit S à adolescent. Pour les adolescents, donc au moment de leur choix, même avant leur choix d'orientation, par exemple, à partir de la 3e, c'est vraiment très intéressant pour qu'ils se reconnectent à qui ils sont, leur unicité et ce à quoi ils peuvent contribuer. Après un burn-out, un brown-out ou un bore-out, comme on disait tout à l'heure, pour remettre tout simplement de la joie dans sa vie, pour préparer un entretien d'embauche. Alors ça, c'est vraiment intéressant de se dire, OK, est-ce que ça contribue à ce que j'aime? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aime dans l'activité de l'entreprise? Est-ce que j'ai des compétences qui peuvent répondre à ce besoin d'embauche? Et à quoi contribue cette entreprise? Et ensuite, comment je peux être payée? Donc ça, c'est vraiment intéressant avant un entretien d'embauche, vraiment. Pour renouer avec une boussole, un cap, pour mieux se connaître. Pour un projet entrepreneurial, alors oui, effectivement, quand on développe une activité d'entrepreneur, ben, c'est très intéressant d'utiliser cet exercice. Pour des projets aussi de couple ou d'équipe, et vous pouvez faire vraiment en fait un ikigai d'équipe, c'est-à-dire que vous allez mettre en commun les compétences que vous avez, etc. Et à quoi vous voulez contribuer et comment vous faites équipe. Ça, c'est vraiment intéressant comme un outil aussi de management. C'est très utile aussi dans les moments de changement de vie. J'ai accueilli par exemple plusieurs femmes qui venaient d'avoir un bébé et pour qui en fait il y a plein de choses qui se remettent en perspective à partir du moment où elles deviennent mamans. Voilà, ou là, au moment de la crise sanitaire, on se repose vraiment des questions sur le sens parce qu'on a beaucoup été dans l'intériorité ces derniers temps. Donc voilà, ça peut être vraiment aussi intéressant. J'ai envie de finir du coup sur des petites phrases peut-être que vous auriez envie de piocher dedans pour redonner du sens aussi à votre vie. Et n'hésitez pas en commentaire à dire la phrase qui vous aura le plus parlé. En 1, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. En 2, le sens de la vie est de trouver ses dons. Le but de la vie est d'en faire don aux autres. Pablo Picasso. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Oscar Wilde. 4. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Confucius. 5. La foi, c'est monter la première marche alors que vous ne voyez pas tout l'escalier. Martin Luther King. 6. Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas, elle manquerait. Mère Teresa. Il nous faudrait bien répondre à notre véritable vocation qui n'est pas de produire et de consommer sans fin, mais d'aimer, d'admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes. Pierre Rabhi. Et 8. Il est grand temps de rallumer les étoiles de Guillaume Apollinaire. Voilà. Quel est votre mot? Quelle est votre phrase? Quel est votre cap? Vers où vous voulez tendre? L'ikigai est un outil qui peut vous y aider. Qui peut aussi vous aider à renouer avec votre singularité et votre plein potentiel. J'espère que cette conférence vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram. Je remercie encore l'Observatoire de la sensibilité, Élodie Crépel, Fanny Marais et Saverio Tomasella pour les conférences, pour la possibilité justement de vous offrir ces conférences tout au long de la semaine et pour réhabiliter la sensibilité au sein de notre société. Je vous dis à très bientôt